France Bleu Armorique. Oh, il y a du monde au balcon. Deuxième partie de cette émission, je vous rassure, on n'est pas sur le balcon, il fait trop frais. On s'est mis bien au chaud autour de la table ici dans les studios de France Bleu Armorique avec nos invités, avec un petit tour de table qui va, j'espère, vous intéresser car tous ces gens nous font vivre des moments très très importants, vous qui aimez la lecture, la BD. Tout d'abord, c'est la première fois qu'on le reçoit, c'est avec beaucoup de plaisir pour un très très bel ouvrage qui traite de la schizophrénie. Ça s'appelle Obscure Clarté et c'est Florent Babillotte. Bonjour Florent. Bonjour à tous et à toutes. Alors, vous n'êtes pas tout à fait rennais, hein, il y a une très belle histoire originaire de la grand-mère qui vient d'Afrique. Vous étiez dans l'est de la France, enfin c'est votre mère qui est née, ensuite vous étiez en Normandie. Tout à fait. Et puis vous êtes arrivé à Rennes en 99. Voilà. 98, l'année de la Coupe du Monde. Je me souviens bien parce qu'on venait de la gagner. Donc, pour en revenir justement au livre, je vais vous poser la question de savoir, avoir un regard un peu extérieur. Qu'est-ce qui vous a... Vous m'avez dit que vous l'avez lu rapidement. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a transporté dans le livre, en fait? Qu'est-ce qui vous a vraiment... Toute une histoire, l'histoire de cette maladie, ce combat, cette façon de vouloir s'en sortir, puis cette poésie toujours présente, qui emmène et qui nous conduit comme ça, un peu dans votre univers, dans votre tête, j'ai l'impression. J'ai essayé de faire en sorte qu'on puisse rentrer dans l'esprit d'une personne qui est malade. Pour moi, l'objectif, il était là. De comprendre la schizophrénie, de comprendre une personne qui peut vivre une bouffée délirante, comme si on la vivait soi-même. Pour moi, c'est l'enjeu du bouquin, il était là, de cet opuscule. Et ça me fait très plaisir que vous me disiez que vous aimez le côté poétique, parce que j'ai eu une grosse hésitation à laisser le côté poétique dans les livres, parce que je me suis dit, ça peut être trop original, trop décalé, et j'avais peur que ça réfrène, que ça puisse réfréner. Donc si vous me dites que vous avez aimé ce côté-là, je me dis que j'ai eu raison de me battre pour qu'il existe, parce que je me suis battu avec la maison d'édition, pour pouvoir justement conserver le côté poétique du livre. Je trouvais ça très important. Et ce qui fait votre identité, c'est aussi par ces poèmes que vous écrivez que vous êtes construit, reconstruit en tout cas. Exactement. On va revenir évidemment sur ce livre durant cette émission. Nous avons tout le temps jusqu'à 16h. Autre invité, il nous dit « Périscopage est mort, vive la bande dessinée d'auteur ». C'est Morvandio, bonjour. Bonjour. Alors, le sourire, un petit sourire crispé. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette bande dessinée d'auteur? Il y a eu un manque de finances, c'est quoi? Alors Périscopage, peut-être pour resituer rapidement, il faudrait qu'on réexplique. C'est une manifestation qui se passe à Rennes au mois de mai pendant 3 semaines, qui était consacrée à la bande dessinée d'auteur. Ouais. Et effectivement, la structure, on vient décider d'arrêter pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'on avait un peu un petit souci de positionnement et par rapport aux collectivités locales et en particulier par rapport à la ville de Rennes. Donc on savait pas trop s'ils nous soutenaient ou pas, s'ils nous soutenaient beaucoup, un peu, pas du tout. Et on était un peu dans l'expectative par rapport à ça. Donc on s'est dit qu'après 10 ans de bons et loyaux services, l'équipe de bénévoles commençant aussi à ressentir une certaine fatigue. On a préféré s'arrêter à un bilan qui nous satisfait d'un point de vue artistique. Qui est très positif. Tout à fait, oui. Alors il y a tout un fonds de bande dessinée, tout ça, ça a été légué. Comment ça se passe? Alors il y a plusieurs choses, on avait effectivement un fonds documentaire qu'on a légué à l'université Rennes 2, qui vient de commencer à acquérir la bande dessinée. C'est tout nouveau. C'est bien en plus. C'est tout nouveau parce qu'il y a beaucoup d'images qui sont colportées autour de la bande dessinée, notamment autour du fait qu'avoir de la bande dessinée à la fac, c'est pas très sérieux, alors que moi-même... C'est un art à part entière. Voilà. Et donc, voilà, il y a des avancées positives, heureusement. Voilà. Et puis, dernier invité, et avec un ouvrage que vous allez dévorer si vous êtes des festivaliers et des habitués des Vieilles Charrues, eh bien, c'est le livre d'Yves Collin, Les Vieilles Charrues. Yves Collin, bonjour. Bonjour. Ce livre, vous le prépariez depuis plusieurs années, parce que je suppose qu'on ne réunit pas... Il y a combien de photos là-dedans? Il y en a à peu près 400, ouais. On ne les réunit pas d'un coup d'un seul? Non, mais enfin, le travail autour du livre a véritablement démarré il y a 1 an. Ouais. Voilà. Mais l'expérience que j'ai pu accumuler en 10 années de bons et loyaux services en tant que responsable de la com aux Vieilles Charrues me donnait quelques raccourcis, c'est-à-dire que je savais où trouver les photos, et puis je savais aussi, j'avais une idée peut-être de qui allait pouvoir écrire autour du festival. Parce qu'il n'y a pas que des photos, il y en a énormément évidemment, mais il y a aussi tout un tas d'anecdotes sur les grands moments des Vieilles Charrues en fait. Oui, c'est ça. Il y a à la fois
bon, bien sûr, beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations. Il y a quand même du texte, le récit est fait, mais il y a aussi des aquarelles, du dessin de presse. C'était différentes portes d'entrée pour aborder un festival mythique, on va dire. mythique, en tout cas qui a une histoire très très particulière et une place, je crois, un peu particulière dans l'échiquier des festivals d'été en Europe, en France ou même en Bretagne. Et on ressent bien l'univers de ce festival avec ces artistes qui acceptent quelquefois comme ça, qui se trouvent au fin fond de la Bretagne, même si Carré maintenant est connu internationalement, mais qui se retrouvent comme ça dans ce petit bourg et qui sont complètement étonnés. On en voit qui se livrent vraiment en fait, hein, même sur ces photos. Ouais, c'est vrai que d'une part, venir jouer à Carhaix aujourd'hui pour des artistes, c'est une occasion très rare de jouer devant beaucoup de monde. Et de savoir que c'est une petite commune de 8000 habitants qui organise un festival qui est une grande manifestation en termes d'affluence, quoi. Ils sont souvent assez surpris. Et puis, l'accueil de ce public-là est souvent très particulier, d'une part parce c'est une masse importante, mais tout de même, il est aussi connu et réputé, le public des Vieilles Charrues, pour être très généreux et aider les artistes qui... Oui, parce qu'il y a ceux qui débutent, il y a ceux qui ont les jetons, comme on peut le dire, sur cette scène immense, et puis il y a cette convivialité, il y a tout ce qu'il y a autour, il y a ceux qui font du camping, etc. Et donc, je pense que ça c'est un très très beau cadeau de fin d'année, ce livre. Donc, on a dit plus de 400 photos, et il est très très beau. Je me suis permis d'ailleurs de l'enlever du bureau de France Bleu Armorique, car tout le monde veut le feuilleter. Donc c'est preuve qu'il nous plaît bien. On revient avec Florent Babillotte, Obscure Clarté. Obscure Clarté, vous avez décidé d'écrire ce livre pour montrer donc qu'on peut, même lorsqu'on est atteint de schizophrénie, on peut s'en sortir. Exactement, vous avez tout compris. On peut délivrer des messages d'espoir, et pourtant... Qu'est-ce qu'on passe comme moment avec vous dans ces moments de désespoir où on sent que vous êtes au bout du rouleau, où vous avez envie d'en finir, et des moments où, au contraire, ça y est, il y a une épaule, il y a un phare, souvent, parce que j'ai vu que le mot phare revient très très souvent dans ce livre. Vous avez besoin de c'était voulu, tout à fait. Parce que comme ça... Comme une lumière qui nous guide, en fait. Je parle de personnes, en fait, de personnages plutôt, qui m'ont inspiré. Je parle de Monsieur Baudelaire, je parle de Voltaire, je parle d'Einstein. Tous ces personnages ont eu des grandes difficultés dans leur vie. Ils les ont surmontés. Je pense à Einstein avant de découvrir la relativité générale en 1905. 2 ans avant, il est il est pratiquement dans la rue, il n'a plus de quoi manger, ça commence vraiment à être difficile pour lui. Son papa, enfin dans sa famille, ils ont un magasin qui marche très mal, et ils sont au bord de la faillite. 2 ans après, ils trouvent la solution miracle, quoi. Donc, je pense que dans la souffrance, on peut grandir, et que l'homme se construit en vivant des épreuves, et c'est en les surmontant, en les digérant, et en passant au-dessus, en les transcendant finalement, qu'on devient quelqu'un d'autre. Il y a un chapitre que j'aime bien, Une voix nommée l'autre, où c'est la pierre angulaire en fait du livre, où je parle comme s'il y avait un dédoublement de personnalité, comme si j'avais une autre personne en fait qui comme quand on entend des voix ou qu'on interprète mal ce qu'on peut nous dire. En fait, une personne en bouffée délirante, c'est ça. C'est un épisode passager qui dure 2 ou 3 semaines, dans lequel on voit, par exemple, je vais vous donner une situation précise qui est dans le livre. Je vois la police qui patrouille, je crois qu'ils patrouillent pour moi, alors que je n'ai rien à me reprocher. Mais je pense, dans mon intellect, que la police me recherche. Parce que, en fait, à l'époque, je pense que j'avais un problème d'identité, donc je voulais être quelqu'un. Voilà. Et j'avais un problème d'identité, donc j'étais à la fac de droit également de Rennes.
que j'ai dû arrêter en deuxième année suite à l'internement. Voilà. Il y a tout un tas de choses, car vous avez pourtant, il faut le dire, au départ, un foyer avec des parents qui sont aisés, enfin un père en tout cas, qui d'ailleurs a réalisé beaucoup de sacrifices pour vous. Pas tout de suite, parce que le problème, c'est que en fait, vous êtes conscient que ça va pas bien chez vous, entre guillemets, dans votre tête, mais vous n'osez pas le dire. Vous gardez ça, vous gardez ça au fond de vous. Vos parents ne vous comprennent pas forcément. Pourtant, votre maman est très proche de vous, mais c'est pas qu'ils me comprennent pas, c'est plutôt que je ne dis pas ce que je vis. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand j'ai eu ma première bouffée délirante, je me souviens, je devais avoir 12 ou 13 ans. J'étais dans le bus. Je le raconte dans le livre. Il y a une scène où je rentre dans le bus et je crois que tout le monde se met à parler de moi. Et je vois une fille qui a une frange, qui pousse sa frange en fait avec sa main. Et qu'il dit quel connard ce type. Et pour moi, c'est forcément moi. Alors qu'elle a juste chuchoté à son copain à côté quelques mots, mais ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Mais la bouffée délirante, c'est une interprétation erronée de la réalité. Et moi, ce que je veux aussi, c'est que la schizophrénie, on n'en parle plus comme un sujet tabou. Parce qu'aujourd'hui, à la télé, quand il y a un meurtrier, c'est toujours un schizophrène. Quand on regarde New York Section criminelle, moi j'aime beaucoup cette série, mais c'est toujours le même stéréotype. Il y a des stéréotypes du scénario. Voilà. Alors que je suis désolé, dans la vie réelle, si on regarde les statistiques, il y a plus de gens normaux qui tuent que de gens atteints de schizophrénie. Donc j'aimerais qu'on rétablisse un peu les choses. On peut s'en sortir, j'en suis la preuve. Je suis aide-soignant, je m'occupe de personnes maintenant qui ont des difficultés. J'ai été de l'autre côté, donc je sais vraiment de quoi ils retournent. Et c'est vrai que mon livre, c'est vraiment un message d'espoir. Je viens à la radio, c'est même pas pour le vendre. Pour l'instant, j'en ai pas vendu beaucoup, c'est pas le problème. Pour moi, c'est que si les personnes qui le lisent puissent y trouver quelque chose, qui vont s'identifier et pouvoir les faire avancer. Et aider des gens, parce que moi, aider des gens. Quand j'étais dans la souffrance, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui vienne, qui me prenne la main et qui me dise « Écoute, tu vas t'en sortir, c'est comme ça qu'il faut faire. » J'ai gardé une force intérieure, je me suis toujours dit que j'allais m'en sortir. Grâce à des modèles. Bon, il y a Prince, il y a Michael Jordan, il y a Einstein, d'autres personnages. J'ai essayé de cerner la genèse de leur personnalité, si vous voulez, pour me transcender et pouvoir, entre guillemets, devenir quelqu'un de normal. Voilà. Et c'est quoi la normalité, hein, c'est ça aussi. Voilà. En même temps, quand je disais, vous avez eu quand même des souffrances, puisque votre enfance commence plutôt bien, vous jouez au basket, vous êtes plutôt doué, vous avancez bien, et puis, il y a un accident, une blessure, après vous perdez complètement confiance en vous. Il y a ces fameuses études à Rennes, à la faculté de droit, vous êtes passionné, vous avez envie, et puis là aussi, eh bien ça y est, la maladie, coup d'arrêt, et à chaque fois, vous êtes obligé de vous relever. Mais j'ai eu l'impression que, dans mon parcours, par rapport à ce que vous dites, monsieur, et vous avez raison. Daniel, hein, ça. D'accord, Daniel, vous avez raison. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, ça a été ce qui peut paraître anodin, c'est une blessure au genou, tout simplement. Mais pour un gamin qui est d'un milieu aisé, qui n'a jamais vécu de choses difficiles, si vous voulez, en fait, et qui veut être basketteur professionnel, se blesser au genou à 14 ans, alors qu'on commence à être bon et qu'on commence à se dire que ça va peut-être être possible, juste au moment où on entrevoit de pouvoir jouer dans des équipes de bon niveau. Et du coup, j'ai vécu ça comme une grande dépression. Je pense qu'il faut avoir un terrain quand on a eu une bouffée délirante. La bouffée délirante, c'est pas forcément que la schizophrénie, c'est un passage dedans. Après, on peut redevenir normal une fois qu'on a eu un traitement, etc. Et en fait, si vous voulez, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, qu'il a toujours fallu se relever. Et moi, ce que je veux dire aux gens qui sont derrière leur poste et qui souffrent, parce que tout un chacun souffre, à certains moments de sa vie, c'est des étapes, on peut toujours se relever. Je pense qu'on peut vraiment toujours se relever. Ça prend du temps. Des fois, c'est très dur. Ça peut prendre 2 ou 3 ans. Moi, ça m'a pris du temps aussi. Mais une fois qu'on se relève, on se sent plus fort, en fait, parce qu'on a appris. Et la vie, c'est ça, en fait. Ce sont des épreuves qui nous sont envoyées. Très, très beau. En tout cas, message d'espoir. Florent Babillotte, bravo pour avoir mis tous ces mots dans ce livre. Il fallait le faire pour vous et puis pour les autres, c'est évident. Alors, quand on dit il faut se relever, tiens, je me trouve justement vers Morvandiau, puisque Périscopage est mort, mais vive quand même la bande dessinée d'auteur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, il se passe plusieurs choses, puisqu'on était donc une équipe, on était une association, donc chacun a des projets personnels, individuels, puisqu'on est tous à la base des professionnels du livre à différents. Il y
Il y a eu plein de personnes à passer dans cette association, des auteurs, des éditeurs, des bibliothécaires, un libraire. Je suis moi-même auteur de bande dessinée. Ouais. Donc voilà, il y a à la fois des projets individuels qui repartent. Moi, d'un seul coup, Périscopage, ça a été dit, une grosse partie des 10 dernières années de ma vie. D'un seul coup, j'ai un boulevard de temps qui se libère pour faire mes propres projets. Car en même temps, pendant ce temps-là, on ne peut plus forcément créer aussi facilement. On a un peu la tête prise par... Oui, enfin disons que les nuits sont plus courtes.